Je veux dire, sur les sujets de l'immigration, sortir de nos frontières, voir ce qui se passe à l'extérieur également. Et je le remercie de sa présence. Alexandre Delvalle, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes géopoliticien. Vous êtes l'auteur de ce livre remarqué qu'on va voir à l'antenne, intitulé Vers un choc global. Et c'est vrai que c'est très important d'étudier ce dont on est en train de parler, avec le contexte, avec toutes les menaces et les défis qui nous entourent. On va en parler en détail. En Italie, il est évident, il est considéré tout à fait normal que le national ait des prérogatives, des privilèges par rapport à un non national. Ça passe comme une lettre à la poste, comme le droit du sol qui n'existe pas en Italie. Depuis 40 ans, la gauche a essayé de faire des propositions de loi pour instaurer le droit du sol sur le modèle français. Mal leur en a pris. À chaque fois qu'ils disent « faisons comme notre voisin français », parce qu'il y avait un complexe vis-à-vis de la France par rapport à Napoléon, tout ça. À chaque fois, la classe politique, les intellectuels disent « mais surtout pas, regardez les coupes-gorges que sont devenus certains quartiers où on a plein de Français de papier qui sont devenus des Français, certes légalement, ils ont des droits, mais qui ont un cœur absolument... Alors, c'est pas tous, il ne faut pas faire d'amalgame, pas tous, mais beaucoup qui ont un... Moi, j'ai grandi dans ces quartiers, donc on ne me la fera pas quand on me dit « ils adorent tous la France ». Moi, j'ai vécu dans un quartier où j'étais apprécié parce que j'étais d'origine sicilienne. On me disait « ah, ça va ». Tu n'es pas un vrai Français, donc toi, on t'accepte. Donc, on me la fera pas quand on me dira que tous ces gens sont devenus parfaitement Français. Et je leur en veux pas. On leur a incité, on les a incités à ce que les islamistes appellent le désaveu, à désavouer cette société mécréante. On les a paranoïsés, on leur a fait croire que cette société est horrible, elle est faite de racistes. Et Elisabeth Lévy avait raison de parler de racisme parce que c'est un mot exagéré. C'est comme l'islamophobie. Critiquer une religion n'est pas du racisme. Être contre l'immigration incontrôlée, c'est pas du racisme. La preuve, en ce moment, il y a un gros problème entre l'Algérie et le Maroc. On peut pas dire qu'ils aient, d'un point de vue ethno-racial, parce que certains me parlent de race, bizarrement, ceux qui veulent bannir le mot race en parlent tout le temps. Eh bien, il y a un énorme contentieux migratoire et entre l'Égypte et ses voisins. Moi, à chaque fois que je vais dans des pays arabes, eh bien, il y a des contentieux migratoires et ils ne veulent pas du voisin. Sud-sud, si on peut les Égyptiens dire. ne veulent pas Oui. des Gazaouites, mais ils n'en veulent pas un seul. Et donc, ça n'a rien à voir avec le racisme, parce que les Gazaouites sont d'origine égyptienne, sont très influencés par l'Égypte. On voit bien que tout ça, ce sont des thèmes de réduction ad Hitlerum, de politiquement correct, de terrorisme intellectuel, et bravo au gramscisme et au trotskisme, c'est le combat culturel d'une certaine gauche, pas toute, pas Morel, a réussi à donner les termes du débat et à diaboliser, nazifier, réduire ad Hitlerum, fasciser des gens qui sont pour ce que voulait défendre M. Blum. N'oublions pas que Blum et que le Front populaire, à l'époque du Front populaire, moi, ma famille en a été victime, entre guillemets, puisqu'on était déjà en train d'arriver vers la France. Il y avait des règles extrêmement radicales qui expulsaient les Italiens de Tunisie ou d'Algérie lorsqu'ils étaient accusés d'être en double allégeance, etc. Et c'était très bien. Il y avait de la préférence nationale et il y avait de la déchéance de nationalité. On a enlevé la nationalité à 100 000 Italiens de Tunisie pendant la guerre parce qu'ils étaient accusés d'être restés italiens, donc ils étaient du côté... Mais c'est très bien. Moi, mon grand-père disait... on en a même nous-mêmes été victimes, on est retourné en Italie, mais la France avait raison, elle défendait ses intérêts. Donc le Front populaire et la France de la gauche de Jean Jaurès et de Léon Blum étaient pour la préférence nationale. Il faut arrêter avec la diabolisation de ce terme. D'ailleurs, moi je préfère la préférence européenne, puisque maintenant on est dans l'Union européenne, il y a même des droits de vote aux les élections régionales, enfin locales, donc il peut y avoir une certaine compatibilité, c'est de préférence européenne. Mais voilà, il faut sortir du débat du terrorisme intellectuel. Mais comment en sortir ? C'est très important ce que vous dites, parce qu'hier encore, le curseur s'est encore un peu plus déplacé. Oui. J'entendais ce matin, je crois, la leader de la CGT, qui a donc qualifié le gouvernement, avec quelqu'un comme Olivier Véran, d'extrême droite. Là, je me dis, arrêtons un instant. C'est ubuesque. En fait, on va compter... dans ce pays qui n'est plus d'extrême droite. Ils sont trois. Il y a M. Mélenchon, Mme Binet et M. N'est pas d'extrême droite celui qui est immigrationniste, qui considère que les frontières sont un instrument de torture, comme les passeports et les permis de séjour. Alors là, et les ONG qui donnent des kits pour désobéir. Vous savez que les ONG pro-migrants, moi j'étais à Lampedusa à enquêter, on a vu des gens qui nous disaient qu'en Afrique même, avant de traverser le désert et l'océan, la mer, on leur donne des kits, des modes d'emploi, comment gruger les lois en place, comment gruger les gardes-frontières, comment avoir des passe-droits, et même rejoindre la personne qui l'attend à 1000 km dans un trafic au noir, etc. Il faudrait un jour aussi que l'État bannisse
un certain nombre d'associations, on dit les associations ne sont pas contentes, les ONG ont critiqué, mais quel droit démocratique ont ces ONG? De quel droit démocratique, de quelle légitimité ces ONG ultra-groupusculaires, souvent de gens, des militants politiques, de quelle légitimité ces gens sont-ils? Voilà. Et un dernier exemple, un de mes amis qui travaille dans les MNA en tant que haut fonctionnaire, et c'est grave, vient d'être démis de ses fonctions. C'est très rare qu'on vire quelqu'un de la fonction publique. Non, moi j'ai été fonctionnaire, il faut tuer père et mère pour être viré de la fonction publique. Parce qu'il a révélé, je ne donnerai pas les noms ni du journaliste ni de lui, il a révélé des choses horribles, ou plutôt scandaleuses, des complicités vis-à-vis du trafic de drogue dans les centres MLA, et des complicités de juges qui ont considéré mineur un type de 43 ans, dont le test osseux disait qu'il avait 20 ans, et comme il y a une marge d'erreur de 3 ans, il a 20 ans selon le test osseux, allez, il a 17. Voilà comment ça se passe dans les MNA, avec une complicité totale de la mairie de Paris, de la PJJ et de toutes ces administrations, infestées par des organisations, des ONG anti-frontières, donc qui sont contre l'ordre national, qui sont contre les juges, contre les lois. C'est pas normal qu'avec l'impôt des Français, on finance des associations qui sont pour la désobéissance civile, qui sont pour la désobéissance civile et contre le droit régalien. Bon, votre voisin n'est pas tout à fait... Il y a un moyen très simple. Méditerranéen. Il y a un moyen très simple d'arrêter les morts en Méditerranée. Imitons ce qu'a fait l'Australie. Ils ont fait une campagne il y a quelques années. Norway. Il n'y aura pas de place pour vous. On arrêtera les bateaux à la source. On coopère avec les pays d'origine. On a des centres pour les sélections des demandes d'asile dans les pays d'origine ou intermédiaires. Il n'y a plus de morts. En mer. Il n'y a plus de morts. Prendra toujours le risque. Non, justement, non. Renseignez-vous, en Australie, la réduction du nombre de morts est proche de zéro. Il y avait des milliers de morts, parce que ce qui fait les morts, ce sont les menteurs qui disent à toute l'Afrique, non seulement vous avez un droit, parce que la France est méchante, elle vous doit une réparation, et en plus vous allez pouvoir avoir un Eldorado, et on leur apprend que comme il y a le droit du sol et des aides médicales d'État, vous serez soignés, on crée un espoir. Vous pensez vraiment que la personne part en se disant j'ai touché la Oui, mais les gens qui risquent leur vie sous un avion, certains, ou dans un bateau de fortune, croyez-moi, c'est qu'ils ont un énorme espoir. On ne risque pas sa vie. D'améliorer leurs conditions de vie, oui. Il ne faut pas mépriser les Africains, comme dit le Monseigneur Sarah. Il ne faut pas mépriser les Africains. On leur a fait croire qu'il y avait un Eldorado. Les criminels sont ceux qui collaborent avec les passeurs. Aujourd'hui, les juges de Sicile ont montré que les ONG collaborent avec les passeurs. Ils leur donnent des informations. C'est flux et que c'est impossible, même si vous envoyez le message le plus radical. On peut arrêter les flux. Vous croyez qu'ils vont au Qatar ou aux Émirats, tous les clandestins? Ils vont là, excusez-moi d'être trivial, là où la gamelle est bonne, là où il y a un assistanat. Milton Friedman a toujours dit que l'assistanat, c'est au détriment justement d'un confort de vie. Si un assistanat, c'est absolument pas conforme avec la circulation des personnes. Mais donc il faut tout le monde circule, le welfare state est un appel criminel parce que ces gens ensuite risquent leur vie pour traverser et les passeurs, en plus, c'est ça qui est génial, les passeurs mafieux s'enrichissent avec un trajet qui maintenant est payé par les ONG des milliardaires. On poursuit le débat qui est passionnant, Philippe. Est-ce que ça veut dire, votre constat est très juste, Alexandre, mais est-ce qu'au fond, les engagements extrêmes et lucides que Mélanie a pris durant la campagne sont-ils voués à être trahis ? Non, je pense qu'il y a une énorme malhonnêteté de point de vue de nos médias français. Vous savez, on est toujours un peu en querelle avec la France et l'Italie. C'est un peu comme le portugais pour l'espagnol. On a un certain mépris qu'ils nous rendent d'ailleurs parce qu'ils sont énervés. Mais Giorgia Meloni essaie d'aller par étapes. Elle allait par étapes. Elle sait très bien que Matteo Salvini, qui est beaucoup plus primaire dans sa façon de faire, et égocentrique et provocateur, mais il s'est quand même payé un procès. Il y a un juge sicilien qui l'a mis en procès pour non-assistance à personne en danger, alors qu'un bateau, quand même, était rentré dans le chou d'un garde-côte. Un bateau était entré par effraction en percutant un garde-côte. Ça, c'est assez ubuesque, mais il est accusé d'être un criminel. Donc, comme elle n'a pas envie d'être bloquée comme lui, elle essaie d'associer cette dame, Van der Leyen, avec qui elle est devenue très copine, grâce à Draghi qui a fait l'intermédiaire. Meloni est une femme, comme on dit en Italie, dans le transversisme. C'est-à-dire, elle est capable d'être assez élastique, comme le sont les Italiens, beaucoup plus que nous.
Voilà, mais il y a beaucoup moins de moralisme en Italie, il y a beaucoup plus d'acceptation. Quand Meloni est arrivée au pouvoir, ici on a dit une fasciste, une post-fasciste. Tout juste, elle tendait le bras, etc. Ça faisait juste 25 ans qu'elle avait quitté le post-fascisme et qu'elle avait été ministre de Berlusconi, donc du centre. Et elle est pragmatique et elle a compris qu'il faut petit à petit, ça mettra 2-3 ans, faire des accords avec l'Union européenne, avec Frontex, faire criminaliser les ONG qui donnent des informations aux passeurs, qui les font venir. On sait aujourd'hui, il y a des enquêtes de juges qui montrent qu'il y a des communications. Belhaj, le leader de Tripoli, le gouverneur militaire de Tripoli, ancien d'Al-Qaïda, reçu par Sarkozy pendant la révolution arabe, il s'est fait 2,5 milliards de dollars, 2,5 milliards sur le trafic de migrants. Alors, et elle est en train de s'attaquer à la source. Et ensuite, on pourra bloquer les flux. Mais elle essaie d'avoir des liens avec l'Albanie, la Tunisie, avec Malte. Elle essaie de faire un concert des nations. Elle s'entend avec l'Union européenne. Elle essaie de convaincre Frontex de sortir du délire qui consiste à ne plus protéger les frontières, mais à aider. Elle essaie de convaincre Frontex qui est déjà un fantôme. Moi, par exemple, au moment où là, nous-mêmes, on fait voter un texte immigration, où elle-même, elle essaye de faire avancer ses idées, il y a eu un accord, et pas n'importe lequel. Il leur a fallu, écoutez bien, plus de 3 ans pour parvenir à un accord, tant les négociations ont été tendues, donc c'est le pacte qui a été signé, qui prévoit en particulier un contrôle renforcé des arrivées de migrants et des centres fermés près des frontières pour renvoyer plus rapidement ceux qui n'obtiennent pas le droit d'asile. Oui. La règle actuelle reste en vigueur, ce sont les pays d'arrivée des migrants qui doivent gérer les dossiers. Mais un mécanisme de solidarité est instauré entre les pays européens pour soulager les États en première ligne, qui sont lesquels, vous les connaissez, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Malte ou Chypre, avec des relocalisations dans d'autres pays, ou alors un soutien financier. En réalité, c'est ça, on va donner de l'argent, et s'il vous plaît, ne dites rien, on ne peut pas faire... Voilà, c'est comme ça. Et il y a l'hypocrisie, rien. Et il y a l'hypocrisie immorale de l'Allemagne. L'Allemagne ne veut pas de la répartition des migrants que propose Madame Meloni, mais l'Allemagne finance une grande partie des bateaux, des ONG très pourvus financièrement, qui font venir des migrants en collaborant avec des passeurs. Donc il y a aussi un mauvais jeu européen, un double jeu allemand. L'Allemagne veut le chaos à Lampedusa. Nous aussi, on en finance. Moi, je suis allé à Lampedusa. Il faut quand même savoir que Lampedusa est une ville défigurée. Il y a quelques mois, à Lampedusa, dans un camp, des gens qui voulaient avoir un nouveau portable et une télévision et aller dans un endroit plus proche de Milan, ont tout cassé dans l'île. Mais ça, c'est vrai que l'immigration est toujours présentée comme un truc merveilleux. C'est des gentilles personnes qui émigrent. Ils ont tout cassé. Et quand on connaît l'hospitalité du Sicilien de base, c'est un peu comme la Tunisie, les grands-mères apportaient des gâteaux à ces gens. Il y avait une extrême empathie. Les Siciliens ont été choqués de la barbarie de gens qui, pendant 24 heures, ont tout cassé dans l'île. La Tunisie, en termes d'hospitalité pour les migrants africains, c'est terminé. Non, mais je parle de l'hospitalité traditionnelle familiale. Je parle de la grand-mère. Vous dites des choses très intéressantes. Tout cela n'est jamais relaté dans la presse française. Il y a une question que vous... Que des pays du Sud, en tous les cas de la Méditerranée, ont la maîtrise de cette politique migratoire et on ne les accuse pas eux-mêmes d'être racistes vis-à-vis des migrants africains. Alors, c'est logique, parce que dans le postulat cosmopolitiquement correct, c'est la frontière, l'identité, l'origine de l'homme blanc occidental qui est coupable, parce qu'elle serait consubstantiellement une forme homéopathique de nazisme. C'est la réduction ad Hitlerum. Par contre, l'identité exotique, elle est merveilleuse. L'identité exotique est merveilleuse, elle est louable parce qu'elle est victime par essence. Elle est colonisée de génération en génération. Et donc, elle est parée de toutes les vertus, elle est sans tache. C'est ça le schéma mental qu'a réussi à imposer un certain nombre de philosophes, je dirais pas que de gauche, parce que c'est pas que la gauche. Cette idéologie mondialiste, elle est aussi des multinationales. Il y a aussi l'Église qui est devenue exactement comme ça depuis Concile Vatican II. Donc il y a plusieurs forces que j'exprime dans mon livre. Les forces du mondialisme, ou plutôt du globalisme, ou de l'anti-souverainisme, elles convergent, elles se battront un jour ensemble. Elles font du migrant. Elles font du migrant une figure qui permet de délégitimer la nation. Mais vous remarquerez, la nation et l'identité, vous pensez que c'est un projet de l'homme occidental, qui est construit pour délégitimer la nation. Depuis des années, on s'est mis autour d'une table. C'est la thèse de mon livre que j'écris avec un grand professeur à la Sorbonne. C'est pas un pamphlet. Les multinationales, Jacques Sopelsa, les multinationales veulent détruire
l'État-nation, elles ont besoin de remplacer les juges par des arbitres, de faire des accords de libre-échange, de délocaliser partout chez les ploucs qu'elle a sous-estimés parce que les soi-disant ploucs d'Inde et de Chine, ils nous ont doublés en mathématiques, en sciences et en technologie. Donc là, il y a un petit problème. Cette mondialisation, elle partait du principe qu'il fallait diaboliser la nation souveraine. Et comment ils ont fait ? C'est là qu'ils emploient des journalistes de gauche. C'est pour ça que grands capitalistes qui possèdent des grands journaux et des grands médias, on m'a toujours dit, mais c'est bizarre, ils ont une majorité de journalistes de gauche. Mais c'est logique, parce que c'est ce que dit Diego Fusar en Italie, un grand philosophe, le gauchiste qui est internationaliste par philosophie et par marxisme, lutte internationale, va donner une caution morale à un prétexte et va masquer les appétits d'économie d'échelle des grandes multinationales. Vous chargez beaucoup la gauche. Religieuse. C'est pas que la gauche, c'est pour ça que j'ai dit les multinationales, elles Vous chargez beaucoup la gauche, mais en 2017, sur l'imaginaire macronien, sur la start-up nation, et sur ce qui a été fait concernant la politique industrielle ou des choses qui tiennent à notre souveraineté, ils sont allés très loin et très fort bien sûr. pour nous désarmer. Mais la gauche n'est pas que dans la gauche. Le clivage gauche-droite, c'est le clivage mondialiste. La gauche, au sens internationaliste du terme, pas le PS de M. Morel, elle est partout. Parce qu'elle a impliqué les consciences. Morel, un jour, Aznar... Lequel Aquilino. Un jour, Aznar, l'homme politique espagnol, Aznar me disait, c'est bizarre chez vous, j'aime bien Sarkozy, je connais bien sa femme, etc. C'est la cousine de mon copain. Mais on a l'impression que leur seul but, c'est de montrer qu'ils sont à gauche. Ils sont de droite, mais j'ai été de gauche, ou je suis proche d'Edgar Morin. Alors là, et ça échappe totalement à la droite italienne ou à la droite espagnole. La droite française et le centre français, il est philosophiquement de gauche, parfois même, il donne des concessions à des philosophes d'extrême gauche qu'on va chercher, que ce soit Morin ou ça. Économiquement très libéral. C'est pour ça que la France est le pays le plus marxiste d'Occident. C'est le pays le plus marxiste d'Occident après la Grèce. Regardez, alors on s'interrogeait simplement l'actualité. Olivier Véran dit qu'il y a... Oui, mais si on prône l'accueil indéfini et qu'on les prend chez eux, il y a une cohérence. Alexandre Delval, vous êtes né où ? Moi, je suis né dans le sud de la France de parents siciliens et espagnols. Qui sont donc venus en France ? Qui sont venus, qui n'ont pas été spécialement bien accueillis, ni en Tunisie ni à Marseille, mais on ne s'est pas plaint, on n'a pas fait le victimisme. Et moi, j'aimais beaucoup Barzotti à l'époque. On les traitait de Rital. Il en a fait une chanson, je suis Rital, je suis fier de l'être. Nous, on n'a pas fait de victimisme quand on nous a traités de macaroni. On n'a pas fait des SOS racisme. On a fait comme les Arméniens. Les Arméniens à Marseille, ils nous disaient pareil. T'es mal vu, c'est pas grave. Fais-toi aimer. Fais en sorte que tu sois bien vu par ton mérite, en travaillant le double. Nous, c'est comme ça qu'on a été éduqués à notre époque. Et on a été autant mal vus. Mais on n'est pas assez victimiste et de mauvaise foi pour dire qu'on a été victime de racisme. Même en Provence, il y a des insultes entre villages différents. Évidemment. C'était ça qu'on avait subi. Et on s'est fait accepter en étant des bons citoyens. Votre livre, Vers un choc global, énonce toutes les menaces mondiales, les défis. Et la question qui nous vient à l'esprit, c'est sur quoi avons-nous encore un peu de contrôle ? Parce que, alors c'est passionnant, vraiment. Comme livre, en plus, vous dites qu'il y a, qu'il y a plein de lanternes rouges qui s'allument un petit peu, qui sont interconnectées. C'est ça qui est formidable, c'est de comprendre, grâce à votre livre, que tout a un lien. Vous dites que ce sont des conflits quand même différents, avec des natures différentes, mais peut-être avec des agendas différents, mais tout s'allume en même temps. Donc on est le vrai moment de bascule en réalité, on en a beaucoup parlé, mais là on le vit. Mais oui, le grand drame par exemple, ça a été l'épuration ethnique en Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh, qui a pris 48 heures, lettre à la poste. Monsieur Zelensky a même été le premier à féliciter le crime. Monsieur Aliyev, bravo, vous avez viré 120 000 personnes qui étaient là depuis 3000 ans. C'est passé comme une lettre à la poste, c'est assez extraordinaire, mais ça s'est passé parce que les Russes étaient occupés en Ukraine, et aussi parce que les Arméniens ayant un accord de défense avec l'horrible Russe, ils n'étaient pas trop défendables. Alors pour avoir des électeurs, nos hommes politiques qui ont des villes pleines d'Arméniens, on dit oui, c'est horrible, mais en fait, en réalité, on n'a pas fait grand-chose. On a vendu quelques armettes, mais on n'a pas du tout vendu assez pour qu'ils se défendent. J'étais avec la communauté arménienne au Parlement hier soir. Là, vous citez un conflit, mais qui est majeur, et vous dites que l'agenda de certains des conflits servent à d'autres. En réalité, comme s'il y avait une interaction. En fait, il y a une interaction, c'est manichéen, puisque l'Arménie a une base russe sur son sol, même s'il n'y a pas Pachinian depuis quelques années, qui est plutôt un Arménien qui voulait se réconcilier avec l'Occident, l'Arménie est coupable d'être dans un accord de sécurité avec la Russie. Elle n'est pas aidable, elle est du mauvais côté. Et donc, c'est comme les Yéménites massacrés, 500 000 personnes au Yémen qui ont été massacrées par des bombes saoudiennes et avec des radars de plusieurs pays occidentaux.
comme une lettre à la poste. Ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à l'axe du méchant iranien. Donc en gros, même si vous n'êtes pas quelqu'un de spécialement dangereux pour nous, mais vous êtes allié à quelqu'un qui, lui, est le mal absolu, eh bien, on vous laisse crever. Et c'est comme pour la Syrie. On a bien vu ce qui s'est passé. On a parlé des morts en Syrie du côté des rebelles. Mais en fait, selon les calculs de l'ONU, il y a eu des morts des deux côtés. Il y a eu autant de morts des djihadistes que de la faute de Bachar al-Assad. Mais on n'a parlé que de la moitié des morts, ceux qui étaient occidentalo-compatibles. Donc il y a un lien entre tout ça, parce que la Syrie, la guerre en Syrie, c'est le même moment de la prise de la Crimée par les Russes. Et dans les deux cas, c'est l'Occident impérialiste qui est en fait un empire qui allait s'élargir aux portes de la Russie et qui allait menacer les bases militaires en Syrie, puisqu'on voulait renverser un régime pro-russe. Et pareil pour la Libye, pareil pour l'Irak. Si vous voulez, action, réaction. Ce que nous disons dans notre livre, pour conclure, c'est qu'on ne peut pas avoir une politique uniquement de conviction à la BHL. Max Weber dit qu'il y a aussi une politique d'éthique, de responsabilité. On ne peut pas avoir de conviction sans en même temps la responsabilité. On a voulu s'étendre jusqu'aux portes de la Russie, jusqu'à éliminer la force de frappe russe, et on s'étonne qu'ils soient un peu énervés, qu'on leur fasse la même chose que les crimes de... Non, mais on leur a fait la même chose que les missiles de Cuba, sauf que pour nous c'est bien parce que nous on arrive à la fin de l'émission. Voilà. Mais vraiment passionnant. Merci. Avec cette toile d'araignée des conflits. Le fait de relier. Exactement. La méthode logistique en géopolitique est fondamentale. C'est passionnant de vous avoir tous autour de cette table. Merci. Merci Sonia, comme toujours, c'était